Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. C'est surprenant, c'est mystérieux. Et c'est à ce moment-là qu'un bruit très étrange va être enregistré. Les clés du mystère sur Sud Radio. Il y a des histoires extraordinaires qu'on se transmet dans les familles, seulement dans les familles, sans doute de peur de passer pour des dingues. Mais parfois, ces histoires dépassent le cercle familial et on se les raconte dans les villages. Des histoires qui ne disparaissent pas et qu'on voit de temps en temps réapparaître. Disparition, apparition, c'est le thème de ce jour. Bonjour Yves Lignon. Bonjour Emmanuel. Alors on le sait, Yves Lignon, vous allez nous raconter encore une histoire, voire des histoires. 2 histoires. Ouais, extraordinaires. Mais d'abord, est-ce que toutes ces histoires sont bien valides? D'où est-ce que vous les sortez? Écoutez, je vais vous raconter 2 histoires et nous nous poserons, un peu comme hier d'ailleurs, la question à la fin. Je précise qu'elles sont toutes les 2 crédibles, que moi je mets un tampon intéressant, mais elles ne présentent pas le même degré d'intérêt et je vous expliquerai pourquoi. En tout cas, vous disiez, ce sont des histoires qui restent dans la famille. Il y a des histoires comme celle-là qui atteignent la grande presse, qui atteignent les milieux scientifiques, et il y en a même qui sont inscrites dans les livres de légende. Mais tout des rencontres avec des êtres mystérieux, des phénomènes bizarres, des pianos qui jouent tout seuls. Bon, ça reste pas forcément des secrets de famille, ces histoires-là. Le problème, c'est qu'évidemment, nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Et qu'au Moyen-Âge, on voyait facilement des faits, ça n'embêtait personne. Si aujourd'hui quelqu'un vient me dire qu'il a vu des faits, je demanderai les photos. Oui. Je dirais, oui, s'il me dit j'ai pas de photos, je dirais vous y retournez, vous me ramenez des photos. Donc nous sommes à une époque où la science parle. Et la science analyse ces histoires alors qu'elle ne les analysait pas autrefois. Et donc nous recevons des témoignages. J'en ai reçu 2 récemment, dont je vais vous parler aujourd'hui. Ils se passent tous les 2 en Afrique. Le premier au Maroc, dans les montagnes de l'Atlas, et le second au Burkina Faso, dans l'Afrique noire. Okay. Et ce sont des histoires tout à fait différentes. Dans la première, il s'agit véritablement d'une rencontre. Et dans la seconde, il s'agit d'un phénomène physique dont de nombreuses personnes étaient témoins en même temps. Tout ça, c'est pour tout à l'heure. Allez Yves Lignon, on y va. D'abord, nous partons donc au Maroc, dans les montagnes de l'Atlas. Dans les montagnes de l'Atlas. Et là, nous avons un témoignage. Il faut d'abord dire qui est le témoin. C'est quelqu'un qui est de nationalité marocaine, qui à l'heure actuelle a 31 ans et qui travaille dans une société d'agroalimentaire. Donc c'est un cadre supérieur qui a fait des études supérieures en France. Donc déjà au départ, il serait difficile d'admettre que l'histoire relève du racontard. Oui, on peut imaginer que c'est une personne sérieuse. Oui, voilà, c'est quelqu'un que la culture, que le métier ne porte pas sur les éléphants roses qui sortent des bistrots le samedi soir. Et donc ce monsieur a rapporté à un ami qui vit au Maroc, ami qui lui-même me l'a transmise, le récit de l'aventure survenue alors que lui, le témoin, avait 17 ans. Il part en vacances avec ses parents, famille marocaine, aisée. On loue une maison aux confins de l'Atlas, au pied de la montagne, pour passer quelques jours. C'est une belle maison, il y a une piscine. Mais notre témoin, qui à l'époque avait 17 ans, mais s'ennuie un peu. Ça fait un peu camp de vacances, ça fait un peu club Méditerranée. Puis bon, quand on a 17 ans, d'être en vacances avec les parents, je crois que ça n'est jamais extrêmement séduisant. Donc, il commence à se promener, à partir faire des promenades, sans trop le dire où il va. Et il y a, non loin de lui, non loin de la maison, une éminence qui l'attire. Pourquoi? Je ne sais pas, mais peut-être qu'il trouve que le paysage est joli. Et donc, il décide qu'il va escalader cette espèce de colline qui est là. Donc, un jour, il s'en va, il commence l'escalade, et sur son chemin, il découvre un gouffre. Mais un gouffre profond, dangereux, une grande ouverture, oui, au flanc de la colline. Donc il le contourne avec précaution, il continue un peu son chemin, il n'arrive pas au sommet, et puis tranquillement il redescend. Et bien entendu, il va avoir envie de revenir. Oui. Il revient le lendemain, et arrivé à la hauteur du gouffre, il voit un groupe d'enfants qui sont là en cercle.
comme s'ils étaient en train de se livrer à une occupation plus ou moins secrète. Quand notre témoin approche, le cercle éclate. Les enfants s'égaillent. Ils restent là, mais ils sont plus encerclés. Et alors évidemment, notre ami, avec ses 17 ans, il est un peu estomaqué. Ces enfants-là, quel âge ont-ils? Dans ce qu'il perçoit, ils ont 8 à 10 ans. Il dira, je pensais qu'ils ne faisaient pas plus d'1,40 m de taille. Oui. Ils sont là, sans accompagnateur. Rien. D'où tombe-t-il presque du ciel? Et qui plus est, ils se ressemblent tous énormément. Il n'y a que des garçons, sauf une fille. Mais tous les visages, c'est toujours notre témoin qui raconte, lui paraissent quasi semblables. Et ils s'habillent comme les enfants de l'Atlas, hein? Non, justement. Ils portent des costumes chics, des costumes trop chics. Ah oui. Ils ont tous un nœud papillon. D'accord. Ils ont tous un petit gilet. Ils ont tous une de ces culottes courtes qui arrivent aux genoux et que les garçons, les ados à l'heure actuelle refusent de porter. Bien sûr. Enfin, c'est un peu une espèce de tenue de pensionnat anglais. Alors, c'est vraiment... Des années 50 même. Oui, des années 50. Et en plus, il n'y a pas d'accompagnateur. Oui. Et voilà notre bonhomme, 17 ans, escaladant cette montagne qui tombe sur ce groupe d'enfants. Qu'est-ce qu'il fait, à votre avis? Il leur dit, qu'est-ce que vous faites là? Ouais. Qu'est-ce que vous faites là? D'où sortez-vous? Oui, il n'est pas impressionné, notre garçon, il a 17 ans, il ne croit pas aux extraterrestres. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous faites là? Et un seul enfant parle. Alors, c'est pas naturel, ça. On pourrait s'attendre que dans un groupe aussi des enfants, ils ont l'air d'avoir 8 à 10 ans, tout le monde se met à piailler, moi monsieur, je vais vous dire, etc. Il y en a un qui parle, qui a l'air d'être le porte-parole, et qui dit, on vient de pas loin. On vient de pas loin. On vient de pas loin. Notre adolescent, et là, toujours, il commence à être vraiment interloqué. Et une seconde phrase lui vient naturellement. Mais qu'est-ce que vous venez faire là? Et le même garçon lui montre le gouffre et lui dit, on vient enlever ces choses. Et là, notre témoin s'aperçoit que dans le gouffre, il y a des câbles qui vont d'un côté à l'autre, des câbles ou au moins des filaments épais. Et il se dit, c'est impossible d'enlever ça, il faut tout un équipement. Il faut des ouvriers spécialisés, sinon on tombe dans le gouffre. Il faut être sanglé, il faut être au bout d'une espèce de grue pour aller détacher ça. Et voilà des enfants, là, en costume de pensionnat anglais de 1950, qui nous disent, on est venu pour enlever ces câbles. Alors, évidemment, il est de plus en plus impressionné. Il n'est pas apeuré. Oui. Dans ce qu'il dit, dans son témoignage, il n'a à aucun moment été apeuré, mais vraiment de plus en plus intrigué. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Et ça n'est pas fini, parce que vous allez voir que les enfants, en quelque sorte, vont faire la preuve de leur pouvoir. Pouvoir, effectivement, on vient de pas loin, on vient enlever ça. Mais que viennent faire ces enfants? C'est ce qu'on va voir dans un instant, évidemment, dans les Clés du Mystère. Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les Clés du Mystère, sur Sud Radio. Nous sommes dans l'Atlas, donc au Maroc. Un jeune de 17 ans voit un groupe d'enfants d'une dizaine d'années, habillés comme des écoliers anglais des années 50. Et un enfant prend la parole et dit « On vient de pas loin, on vient enlever ces choses » en montrant donc des câbles tendus sur un gouffre. Yves Lignon, alors Nous sommes totalement dans l'invraisemblable. Oui. Comment des enfants pourraient-ils accomplir une tâche dangereuse qui relève de l'intervention d'ouvriers spécialisés? Notre adolescent, celui qui a 17 ans, qui est tombé sur ces gamins, est de plus en plus interloqué. D'autant plus qu'ils ont un comportement bizarre. Il y a un leader. Il n'y en a qu'un parmi ces enfants qui lui parle. Et justement, ce leader reprend la parole et lui dit « Eh bien, si tu veux, on va jouer ensemble. » Et ce garçon, qui a l'air d'avoir 8 ou 10 ans, qui est semblable à tous les autres, ramasse un caillou et le jette en l'air. Mais, nous dit le témoin, j'ai vu le caillou filer, devenir rouge en vrombrissant, et il a disparu. Et après quoi, le gamin dit, eh bien, à toi. Évidemment, notre adolescent, notre promeneur, ramasse un caillou, le jette, il retombe. Et alors,
là peut-être y a-t-il un début de malaise. Quand cet adolescent a raconté l'histoire, je vous rappelle que maintenant c'est un adulte cadre supérieur dans l'industrie. Il dit tout compte fait, je me suis rendu compte qu'à aucun moment, depuis que je les avais découverts, je ne m'étais approché de ces enfants. Je leur parlais, mais à une certaine distance. Je ne m'étais pas approché d'eux, comme peut le faire quelqu'un qui a 17 ans, avec des enfants beaucoup plus jeunes que lui. Je restais à quelques mètres. D'autant plus que le gamin, on va l'appeler le leader des enfants, dit maintenant au promeneur, mais si tu veux, tu peux venir avec nous. Alors là, c'est vraiment l'angoisse. Oui, bien sûr. Il n'y a aucune menace. Il n'y a qu'une invitation. Mais une invitation qui met forcément très mal à l'aise. Quand on voit les vêtements de ces enfants, quand on voit leur physique identique, quand on voit leur comportement, quand on voit cette espèce de prodige du caillou qui devient une fusée, qui part dans l'atmosphère. Et donc, non merci. Heureux de vous avoir rencontré. Là, c'est peut-être moi qui interprète un peu. Oui. Et notre adolescent reprend sa promenade. Il ne faut pas oublier que le but de sa balade ce jour-là, c'était pour la première fois d'atteindre le sommet de cette colline. Il marche un petit peu, il se retourne, il n'y a plus personne. Plus d'enfants, Il n'y a plus d'enfants, plus de câbles. plus de câbles, plus rien. Alors, il se dit quand même, il faut que je puisse au moins prouver que je suis allé au sommet de cette colline, que je ne sais pas si je vais raconter ça, il a attendu 14 ans pour le raconter, mais j'ai besoin de me rassurer moi-même, de me dire que je ne suis pas en train de rêver. Et donc il ramasse quelques plantes qu'il va rapporter à son père en rentrant le soir, et puis il va lui avouer, il faut pas. Le père ne voulait pas de ces promenades. Écoute, tu vois papa, je suis allé jusqu'au sommet de la colline, mais je ne suis pas allé pour rien, j'ai ramené des plantes pour faire une espèce d'herbier. Seulement, entendant les plantes à son père, évidemment, notre garçon ne va surtout pas lui dire « j'ai rencontré des enfants extrêmement bizarres ». Mais malgré tout, il a ça sur le cœur, ça pèse. Alors il dit à son père « écoute, prends des jumelles pour essayer de voir s'il n'y a pas quelqu'un là sur la colline, là d'où je viens ». Et le père prend des jumelles, et évidemment, mon pauvre enfant, il faut être aussi bête que toi pour grimper sur cette colline. Donc, il n'y a absolument rien sur la colline. On ne voit personne. J'aime autant vous dire que 17 ans ou pas, Oui. il a du mal dormir cette nuit-là. Il a du mal dormir, mais quand on a 17 ans, rien n'est impossible. Donc, le lendemain, il repart. Et il entraîne son jeune frère, qui a 14 ans. Ce qui est une attitude, d'ailleurs, à mon avis, extrêmement lucide, extrêmement positive. Parce qu'il va pouvoir dire, s'ils sont là, les gamins bizarres, nous serons deux à les voir. S'ils me refont le coup du caillou fusée, nous serons deux à les voir. Et donc, il part avec son jeune frère, ils escaladent la colline, ils arrivent au gouffre, et il n'y a rien. Et il n'y a rien, Y a pas rien. d'enfants, pas de câbles. Pas d'enfants, personne, rien. Alors l'aîné dit, tant qu'à faire, on va poursuivre la promenade. Et après, il a rapporté qu'il avait, au fond de lui, la secrète pensée, les enfants, les gosses, sont peut-être un peu plus hauts. Ouais. Mais son frère lui dit, oh, pour qui tu m'as pris, pour qui tu me prends, et tu trouves qu'on n'a pas assez grimpé. Donc ils sont redescendus, Ouais. Sans avoir vu. et les sans enfants. avoir vu ces enfants mystérieux. Alors qu'est-ce qu'on peut en conclure? Est-ce qu'on peut dire qu'effectivement Non. c'était une histoire d'apparition, Non, d'ange avant de conclure, Ouais. il faut se dire vrai ou faux. Et puis, c'est seulement si on dit vrai qu'on pourra tenter d'interpréter. Oui. Et remarquons, Emmanuel, que dire faux, ça ne veut pas dire que le témoin est un menteur. Bien sûr, Hein, évidemment. ça ne veut pas dire que le témoin est un menteur. C'est différent. Il y a des témoins, bien sûr, il y a des gens qui racontent des histoires qui sont des mensonges délibérés. Mais on peut raconter une histoire merveilleuse sans mentir. Ça ne veut pas dire pour autant Bon. qu'elle est vraie. Alors, vrai ou faux? Tout à l'heure. Tout à l'heure. On verra ça dans un instant. Et justement, à suivre une autre histoire, nous resterons sur le continent africain. Nous sommes dans le paranormal avec Yves Lignon. Il y a un instant, nous avons vu une histoire incroyable. C'est vrai, nous étions au Maroc, dans les montagnes de l'Atlas. Là, Yves, nous allons partir dans un pays d'Afrique, le Burkina Faso. Un peu plus au sud. Et nous allons découvrir un témoignage qui m'a été remis directement
et il n'y a pas très longtemps. Merci Sud Radio. Oui. Et c'est un témoignage là aussi qui nous vient de quelqu'un de fiable. Ce n'est plus un cadre supérieur en costume cravate, c'est un baroudeur. Oui. Mais quand on est baroudeur, il faut On en a vu des vertes et des pas mûres. il faut être aussi futé que quand on dirige une entreprise. C'est un baroudeur qui a parcouru toutes les pistes d'Afrique en voiture, qui a publié un livre et sur la couverture on voit sa voiture ensablée. Ouais, Et il en est sorti puisqu'il a publié le livre. Donc c'est quelqu'un de solide. C'est quelqu'un aussi qui est un chercheur de trésors sur toute la planète. Et donc il est à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Il n'a un avion que dans 2 jours. Et donc il s'occupe, il va, il vient. Et là il est au restaurant. Il fait connaissance du voisin, bon, bavarde. Et le voisin lui dit, vous ne savez pas à quoi vous occupez. Vous ne partez que dans 2 jours, vous vous ennuyez un peu. Ici, à Ouagadougou, nous avons une maison hantée. Ah. Alors, évidemment, quand on est baroudeur, chercheur de trésors, Oui. et qu'on tombe sur un gars au restaurant à Ouagadougou qui dit, on a une maison hantée, on demande des précisions. Oui. Et notre témoin, notre chercheur de trésors, demande à ce voisin, et c'est en plein jour, c'est tout le temps. Ah oui, là, la maison, elle est hantée, c'est pas le spectacle permanent, 24 heures sur 24, mais enfin presque. Si vous voulez, nous pouvons y aller quand on aura bu le café. Pourquoi pas? Oui. Et je vous préviens, ça dure depuis longtemps, mais c'est peut-être à la fin, parce qu'il n'y a pas les effets spectaculaires qu'il y avait il y a quelques jours. C'est-à-dire, c'est la fin. C'est la fin du phénomène, enfin ça va d'accord, s'arrêter, ok. oui. Alors notre chercheur de trésors se demande si on n'est pas en train d'essayer de l'escroquer. Vous savez, le coup, il y a quelques jours, C'était super. c'était super. Ouais. Aujourd'hui, il y a des restes, on va vous montrer ce qu'on pourra, mais malheureusement, on ne peut pas baisser les tarifs. Mais non, c'est gratuit. Je vous emmène. Et donc, ils partent tous les deux, et ils arrivent dans un quartier, devant une maison. Alors là, ils se rendent compte que quand même, il doit y avoir quelque chose, parce qu'il y a un attroupement devant la maison. Bon. Et il y a 2 soldats qui gardent la maison. Donc, il s'est au moins passé quelque chose. Qui plus est, c'est un chercheur de trésors, c'est quelqu'un qui a l'œil fait. Il remarque que le gazon, l'herbe tout autour est piétinée, écrasée. Donc, ça veut dire que l'attroupement, ça ne date pas d'aujourd'hui, qu'il y a déjà quelque temps que des gens viennent autour de ce truc mystérieux. Il pose des questions et il demande aux soldats, est-ce que je peux rentrer? Oh, le soldat dit, vous pouvez rentrer, mais maintenant c'est la période terrible est terminée. Mais vous allez voir les résultats. Notre visiteur rentre et comme il me l'a écrit, tout est cassé à l'intérieur. Oh. Tous les objets sont cassés, même une Sainte Vierge en plâtre, me dit-il dans son témoignage. Les vases de terre qu'on trouve au Burkina Faso qui servent à transporter l'eau sur la tête, vous savez, qu'on appelle des canaries, sont tous cassés. C'est simple, tout est brisé. Tout ce qui se casse est cassé. Oui, exactement. Elle le dit beaucoup mieux que moi, Emmanuel. Tout ce qui se casse est cassé. Il ressort et dit comment ça a pu se casser? Mais on ne sait pas. Les premières fois, les gens qui habitaient ont vu les objets se casser sous leurs yeux. C'est-à-dire tomber, Oui, être projeté. tout seul. Et donc, vous imaginez qu'ils ne sont pas restés longtemps. Évidemment. Ils sont allés s'installer chez des cousins. Et c'est pour ça maintenant qu'il y a des militaires qui gardent, parce que on crée le pillage. Mais, dit notre baroudeur, notre chercheur de trésors, d'accord, ça s'est cassé, ça ne se casse plus. Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Tous là, à attendre. Eh bien, il y a un des piétons, des badauds, qui dit, nous sommes là parce que nous attendons la chute des cailloux invisibles. La chute des cailloux invisibles, c'est à suivre dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, les clés du mystère. Avec Yves Lignon cet après-midi, nous sommes au Burkina Faso, à Ouagadougou. Il y a une maison hantée et à l'intérieur, tout est cassé. Certains badauds, il y en a pas mal d'ailleurs qui sont autour de cette maison, disent attendre la chute des cailloux invisibles. Oui. Alors, vous comprenez bien que notre témoin, là, ce Français qui séjournait, qui avait 2 jours à perdre en attendant son avion, et qui par ailleurs de métier est un baroudeur, un coureur de piste, il est terriblement frustré. Il comprend qu'il
il s'est passé quelque chose. Quand il voit tous ces objets brisés, de toute évidence, il se dit les témoins sont de bonne foi, il y a bien quelque chose. Mais maintenant, il ne se passe plus rien. Il se passe plus rien. On me dit les objets se sont brisés mystérieusement, ils se sont cassés, ils ont explosé. Moi, j'aurais bien aimé le voir, et je ne le vois plus. On me dit heureusement, on a un deuxième épisode, c'est la chute des cailloux invisibles. Et donc, c'est difficile à voir, oui, quand même. Oui, on lui explique, nous sommes 3h de l'après-midi, et depuis quelques jours, sur le coup de 4h, sur le toit en tôle que vous voyez là, on entend des bruits de cailloux qui tombent, comme si quelqu'un jetait des cailloux, mais par brassées, qui glissent selon les ondulations, comme s'ils allaient tomber sur le sol, et rien ils ne sont tombe. Invisibles. Comment ça se passe depuis quelques jours à 4h, on vous garantit, monsieur, que ça se passe à 4h. Il est 3h30, je reste. Bien sûr. Évidemment. Une demi-heure à Il est attendre. 3h30, je reste. Ouais. Et donc, il reste. Je lis toujours son témoignage. Mon hôte, très aimable, va me chercher une petite table et 2 tabourets pour que nous attendions tranquillement. À 16h pile, rien. À 16h05, toc, je me dis que je me suis fait mener en bateau quand j'entends rouler un petit objet sur la tôle ondulée. Je me lève pour mieux voir, car je ne distingue rien. Je m'approche du toit, plus de bruit, mais rien ne tombe. Et le phénomène se reproduit une 15aine de fois. Mais pour les 15 fois suivantes, notre coureur de piste, il a le nez au bord du toit. Il a le nez au bord du toit. Il n'a pas peur de se prendre un caillou sur Oui, la il tête. n'a pas peur, non, puisqu'ils sont invisibles. Ah oui, mais enfin, ça peut Et faire donc, mal quand même. il entend, Oui. il entend les cailloux tomber, il entend le bruit, le caillou glisse sur la tôle, et il ne voit rien. C'est un son et lumière. Non, c'est un son sans lumière, nous sommes en plein après-midi. Et alors, au bout d'une 15aine de fois, ça a l'air de s'arrêter. Qu'auriez-vous fait à sa place, Emmanuel? Lui, il se précipite, il regarde par terre. Oui, s'il y a des impacts. Et lui, il dit, non, mais il y a des cailloux. Il y a de cailloux nulle part. Et des impacts Non au plus. sol. Non plus. Alors, il se demande si on n'a pas fait une blague, s'il n'y a pas quelqu'un qui gratte, qui imite le bruit des cailloux. Or, vous savez comment sont les toits en tôle ondulée, il y a forcément un espace en dessous. Donc, s'il y avait quelqu'un sous le toit en train de taper pour imiter des bruits de cailloux, mais il serait visible, je ne dis pas du monde entier, mais de tout le voisinage. Donc, de toute évidence, le phénomène n'est pas truqué. Et il reviendra le lendemain, voir À la même heure, hein, 16 même heures. heure, même chose, c'est à 16h que ça se passe, et pas à 3h, pas à 4h moins 5, voir la même chose. Et puis il reprendra son avion, et dans le témoignage qu'il m'a envoyé, vous savez que, étant donné son métier, sa carrière, il a le langage un peu direct, il me termine en me disant, vous savez, j'en suis resté comme 2 ronds de flamme. Mais alors, est-ce que cette histoire est une histoire vraie, une histoire fausse, une histoire inventée? Eh bien, écoutez, c'est à suivre sur Sud Radio, c'est ce qu'on va voir. Cet après-midi, avec Yves Lignon, on a été au Maroc, dans l'Atlas. Vous vous souvenez, ce gouffre, ces enfants qui disparaissent, ces câbles. Et puis après, nous sommes partis à Ouagadougou, donc au Burkina Faso, en Afrique, avec cette maison hantée, ces objets cassés, et puis la chute des cailloux invisibles. Yves Lignon, est-ce que finalement, on doit y croire à toutes ces histoires, à ces 2 histoires? Vous savez, ça ne se pose pas tellement en termes d'y croire ou pas, mais en termes de c'est du solide ou ça n'est pas du solide. Des histoires merveilleuses comme ces 2 témoignages, il y en a beaucoup. Moi, j'en reçois énormément. Et il faut bien se dire que les phénomènes authentiquement parapsychologiques existent. Là, vous pouvez me demander si j'y crois, je vous dirai oui, bien que le mot ne me plaise pas trop. Mais ils sont rares. Il y a souvent des explications simples auxquelles on ne pense pas, même s'il y a de véritables phénomènes parapsychologiques. Alors, dans ces 2 cas, est-ce qu'un chercheur en parapsychologie, comme moi, quand est-ce qu'il va pousser les investigations? Sur le second cas ou sur le premier? Eh bien, je dirais indiscutablement sur le second. Donc sur la maison hantée. Sur la maison hantée. Parce que pour le premier, malheureusement, il n'y a qu'un seul témoin. Et il y a la vieille règle juridique, un seul témoin, il n'y a pas 2 témoins. Même si notre cadre supérieur, là, qui était à l'époque un adolescent, a eu l'idée
de revenir le lendemain avec son frère, ce qui prouve sa bonne foi. Son petit frère n'a rien vu. Donc il n'y a qu'un seul témoin, il n'y a pas d'élément matériel. Donc c'est peut-être une histoire vraie, mais c'est une histoire que le parapsychologue que je suis ne peut pas étudier. Je laisse toutes les portes ouvertes. Je ne traite pas le témoin de menteur. Bien sûr. Je laisse toutes les portes ouvertes. Je dis simplement, sur une histoire comme celle-là, je n'ai pas de matériel pour travailler. D'accord. Alors que l'autre, Ouagadougou, la les maison hantée. témoins, il y a 2 points importants. Les témoins sont multiples. Si notre chercheur de trésors n'était pas passé par Ouagadougou ce jour-là, il y aurait quand même eu des gens pour venir voir tomber les cailloux invisibles. Il y aurait quand même eu des gens qui avaient observé les objets brisés les jours précédents. Donc les témoins sont multiples. Et qui plus est, le récit des phénomènes qui est fait ressemble à beaucoup d'autres qui se sont produits en Europe et qui ont été authentifiés par des parapsychologues. Et là, vous pensez à Poltergeist? Oui, je pense bien sûr à ce qu'on appelle les poltergeists, auxquels nous consacrerons plusieurs émissions, avec justement de vrais et de faux poltergeists. Mais le poltergeist est un phénomène dont la réalité est scientifiquement établie, même si on ne peut pas l'expliquer. Et là, effectivement, dans ce témoignage en provenance du Burkina Faso, nous avons tout à fait ce que je me permettrai d'appeler, en étant un peu pompier, la typologie du poltergeist. Très bien, d'autres histoires et des poltergeists peut-être même demain. En tous les cas, on vous retrouve bien sûr à partir de 13h30. Je vous rappelle que cette émission, comme toutes les autres d'ailleurs, sont podcastables sur internet sudradio.fr. À demain, 13h30. 13h30, 14h30. Les clés du mystère sur Sud Radio.